d'un jeune homme à Idiofa crée désolation. Ses amis s'en vont à guerre contre les coupables et finissent par incendier tout un village. Pour en savoir plus, bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au total, 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires, plénipotentiaires et une représentante de l'Union africaine viennent d'être accrédités en RDC. Ces diplomates ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Grand ballet diplomatique ce jeudi 29 octobre 2020 au Palais de la Nation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires et de la représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine, tous accrédités en République démocratique du Congo. L'ambassadeur Oliver Schnakenberg a traversé le premier la haie de la garde républicaine. Il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité de représentant de la République fédérale d'Allemagne en RDC. Docteur en droit, il a travaillé au ministère fédéral des Affaires étrangères. Sa carrière diplomatique l'a conduit dans plusieurs pays. L'ambassadeur Schnakenberg a assumé les fonctions de chef adjoint de poste au consulat général d'Allemagne à Madras en Inde, à l'ambassade d'Allemagne à Kiev en Ukraine et à Hanoï au Vietnam. Le diplomate allemand a été aussi chef des divisions au consulat général à New York et à l'ambassade d'Allemagne à Téhéran en Iran. Madame Calliope Penny Douti est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République hellénique en RDC. Attachée d'ambassade au ministère des Affaires étrangères en 1986, elle a ensuite connu une riche carrière diplomatique, conseiller politique au bureau du représentant international en Bosnie-Herzégovine, chef adjoint de l'ambassade de Grèce à Tbilissi en Géorgie et consul général de Grèce à Moscou à la Fédération de Russie, ainsi qu'ambassadeur désigné en Libye et en Éthiopie. L'ambassadeur Calliope Penny a parachevé ses études en économie à l'université d'Aristote à Thessalonique. Le royaume d'Espagne est désormais représenté en RDC par son nouvel ambassadeur Carlos Bobles Fraga. Il a été notamment chef de la section des traités bilatéraux au secrétariat général technique, directeur général adjoint des coopérations avec les pays arabes et la Méditerranée à l'Agence espagnole de coopération internationale, ambassadeur d'Espagne en Guinée équatoriale, consul général à Boston et ambassadeur d'Espagne au Chili. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur Opewal Jolk Volker du Royaume des Pays-Bas d'être reçu par le président de la République. Il est entré au service du ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1992. Le diplomate hollandais a occupé tour à tour les postes de premier secrétaire d'ambassade à Maputo au Mozambique, d'ambassadeur adjoint à Kigali au Rwanda, d'ambassadeur à Bujumbura au Burundi et à Bamako au Mali, sa dernière affectation avant d'être accréditée à RDC. Madame Diaye Michel Hélène Natou, représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine à RDC, a clôturé la série des audiences auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des nationalités sénégalaises, elle est docteur en études africaines à l'université Leipzig en Allemagne et détentrice d'une maîtrise en droit public de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame Diaye Michel a occupé plusieurs fonctions, notamment celle de conseillère principale régionale au programme Paix et Sécurité en Afrique, directrice générale à l'Institut Nelson Mandela pour les études de développement, directrice générale à l'Institut africain de la citoyenneté institutionnelle. Elle a une résidence permanente à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'évaluation du projet sino-congolais de la société SICOMINE a fait l'objet de la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et une délégation de la dite société. Reportage.
La société minière internationale Sicomine promet d'accompagner et de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts du développement du pays. Une délégation de cette société composée des sujets chinois et congolais a conféré ce mercredi 28 octobre 2020 au Palais de la Nation avec le président de la République. Sicomine, qui produit le cuivre et le cobalt à Kolwezi dans la province de Lualaba depuis de nombreuses années, est un grand projet sino-congolais qui finance ses investissements et contribue au développement du pays. Des atouts qui intéressent au plus haut point le chef de l'État qui, par cette rencontre, a tenu à les faire savoir à ses interlocuteurs. C'est ce que nous a fait savoir son directeur général adjoint. Vous savez que Sicomine est le soubassement d'un grand projet sino-congolais qui finance l'investissement et qui contribue au développement du pays, de la République démocratique du Congo. Alors, il fallait maintenant que nous puissions écouter l'agenda du chef en ce qui concerne le développement encore du pays, partant toujours la société Sicomine. Et ce que nous avons écouté et ce que nous allons appliquer dans les jours qui viennent. Présentement, nous sommes spécialisés, nous sommes une société minière. Sicomine, c'est une société minière qui produit le cuivre et le cobalt à Kolwezi. Le pays doit continuer toujours à attendre ce que nous faisons toujours. Nous avons commencé depuis longtemps à investir dans les domaines des investissements, permettez la tautologie, dans des infrastructures, le développement des infrastructures, ponts, routes, écoles, ainsi de suite. Nous avons été très contents de recevoir cette demande du président et nous sommes venus accepter à cette demande. Avec une expertise avérée dans le domaine des ressources minières, Sicomine appuie la République démocratique du Congo dans le développement des infrastructures, ponts, routes, écoles et autres. Les décès d'un jeune homme à Idiofa créent désolation. Ses amis s'en vont à guerre contre les coupables et finissent par incendier tout un village, je cite Insung. Je n'en dis pas plus, suivez plutôt ces reportages. Des maisons entières emportées par des flammes, le village Insung du territoire d'Idiofa suffoque des fumées. À la base, une histoire de sorcellerie. Un jeune garçon malade décède à Idiofa Centre. Ses amis suspectent cette mort et l'attribuent à un parent proche se trouvant à 6 km du centre d'Idiofa. Ils se concertent et décident rapidement de ramener le corps du défunt au village Insung. Là, sur place, ils orchestrent cette entreprise criminelle, laissant pleurs et désolation derrière. Alertés, la police a dû réquisitionner quelques motos pour rejoindre le lieu sinistre. Au bout de quelques courses, 3 jeunes, auteurs de ces incendies, sont mis hors d'état de nuire. Les autres ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Ces parents ont transporté même les pluies mortelles jusqu'à ces villages Insung. Et ils ont procédé à piller les villages, à incendier les maisons telles que vous voyez. Nous sommes dans une insécurité totale, comme vous le voyez. Tous les villages en forêt et les ennemis aussi en forêt. On est en train de voir, puisque je vais chercher à appeler la population de revenir, de récupérer les villages, je vais appeler les calmes. Dans l'entretemps, nous sommes toujours en débandade. Ce sont les jeunes gens qui recopient des choses très mal par rapport aux grandes cités. Ici à Idiofa, ce sont des jeunes gens qui quittent Kinshasa, qui viennent, qui essaient de sensibiliser les jeunes gens de ce territoire pour monter leur base. Nous sommes en train de contrôler parce que tout le monde a pris fuite. Et les gens de ces villages, et les jeunes gens qui sont partis saccager les villages, ils sont en fuite. La vindicte et la justice populaire, ce genre d'expéditions punitives, doivent être bannis des sociétés modernes. Les pouvoirs publics sont fortement interpellés. Que se passe-t-il dans les écoles conventionnées catholiques? Le Premier ministre a convoqué le ministre d'État à l'EPST pour faire le point sur les difficultés du secteur. Par ailleurs, Sylvestre Ilunga était avec la ministre d'État des Affaires étrangères sur le dossier des passeports. Les tout dans ce condensé signé Françoise Bouelaboua qui est Pompon-Oumba. Ils sont nombreux, ceux de nos compatriotes bloqués pour raison de manque de passeport. En effet, depuis plusieurs mois, les négociations pour obtenir un nouveau contrat après celui de Semlex, qui a essuyé des critiques, semblent piétiner. Cette réunion autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce jeudi 29 octobre 2020 a justement mis la question sur la table. Objectif, faire avancer ce dossier
avec les orientations reçues du chef du gouvernement. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Marie Tombanzeza, accompagnée des experts, a fait le point sur l'évolution du dossier. Sur la table, toutes les options sont présentées en vue de parvenir très rapidement à un compromis pour préserver les bourses des Congolais. Un autre dossier capital qui a occupé la journée du chef du gouvernement, c'est celui de l'éducation. Le Premier ministre voulait se rassurer de l'évolution de la paye des enseignants nouvelle unité programmée ce mois d'octobre. Il a associé à cette rencontre le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudouin Mayo et José Sélé, ministre des Finances. Le ministre d'État, Alé Peste Willy Bakonga, a aussi présenté quelques difficultés du secteur, notamment les revendications des écoles conventionnées catholiques, unique réseau qui observe le mouvement de grève. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants quand on sait les difficultés connues pour terminer l'année scolaire 2019-2020 frappée par le coronavirus, raison pour laquelle le Premier ministre prend en charge cette question. Point n'est besoin de rappeler la détermination de l'exécutif central de maintenir la gratuité. Les difficultés rencontrées dans le parcours sont appelées à être solutionnées de manière courageuse et responsable. Tous les partenaires éducatifs ont le devoir d'y participer. Les cadres du ministère de l'Intérieur sont à l'école du savoir pour le renforcement de leurs capacités. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, qui a lancé ces travaux en vue d'améliorer les rapports entre les cabinets et l'administration. Reportage Nadine Yango. Les expériences avérées des différents experts attendent d'être appropriées par les participants conviés à cet atelier dont la finalité se décline en termes d'harmonisation des rapports entre les membres du cabinet et ceux de l'administration du ministère de l'Intérieur. En ouvrant les travaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé, a invité les participants à plus de dynamisme tout au long des 10 jours de ces assises. Je veux en effet un ministère productif, efficace, proactif, performant et capable d'accompagner rationnellement la vision du chef de l'État ainsi que la politique de notre gouvernement. J'attends à ce qu'à la sortie de cet atelier, je puisse compter sur des hommes et des femmes à la hauteur de leurs responsabilités, respectueux des valeurs éthiques et professionnelles et animés d'un sens élevé des responsabilités. Le secrétaire général Chabani Tabou a félicité le vice-premier ministre pour son désir ardent d'accompagner et de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que la politique du gouvernement à travers l'amélioration de la performance de service de ces ministères. L'administration et les cabinets politiques, a-t-il souligné, constituent les revers d'une même médaille. Ils sont appelés à collaborer dans le respect mutuel et dans le respect des textes légaux et réglementaires. En le faisant, le ministère s'ouvre ainsi la chance de jouer pleinement son rôle au sein de l'exécutif national. De son côté, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, vient de lancer le concept Congo au féminin pour la valorisation de la femme en RDC. Des précisions avec Naïcha Kiala. Marquée par les couleurs des victoires de nos héros, des braves femmes ont laissé leurs traces, souvent méconnues, écrivaines ou ménagères, révolutionnaires ou militantes, artistes ou artisanes. Une part de l'histoire du Congo est écrite par des femmes exceptionnelles. Faisant montre d'une bravoure inhabituelle, elles ont repoussé les limites à une époque où très peu de femmes ont bravé les stéréotypes. Présentes sur tous les fronts, politiques, sociales, scientifiques, militaires, culturels ou économiques, conscientes que l'âme du peintre n'est point reconnue par son genre, mais par la grandeur de son œuvre. La reconnaissance des valeurs, c'est le leitmotiv de cette initiative de la première dame de la République. Dresser les portraits de ces femmes héroïnes dont le combat a changé le regard du monde sur la femme. En République démocratique du Congo, le défi est celui que s'est lancé Denise Nyakeru Tshisekedi. Ce programme qui s'étendra sur plusieurs mois prévoit des visites de l'épouse du chef de l'État au domicile et aux familles de ces braves femmes,
des reconnaissances nationales, mais aussi la rédaction et la production de supports littéraires comme audiovisuels de l'histoire de ces femmes de Pointe sur base des témoignages. De Mama Ongebi à Marie-Antoinette Mobutu, dont les récits biographiques ont ébloui le public au cours de ceux de Génie, des témoignages impressionnants, relats des faits inédits. Pour donner le ton, 2 d'entre ces femmes ont reçu après visite de la première dame des diplômes de mérite national. Il s'agit de Nzuzi Wambombo, femme politique influente, et Micheline Sassa, première femme colonelle dans l'armée nationale. Mieux qu'une simple reconnaissance, le geste de la première dame est une motivation pour les femmes et jeunes filles congolaises en quête d'excellence. Et juste après ce journal, vous suivrez en intégralité les différentes vidéos de la première dame Congo au féminin que nous dédions à toutes les femmes fortes. La formation des FARDC par les experts de l'armée française, sujet abordé par le ministre de la Défense nationale et l'ambassadeur de France accrédité en RDC, Jojo Ondibo, pour le reportage. L'ambassadeur de France accrédité en RDC, François Poujolas, qu'accompagnait l'attaché militaire, a franchi le portillon du ministère de la Défense nationale et ancien combattant ce mercredi 28 octobre 2020. Il a été reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Emukena Lusadiese. 3 points ont figuré à l'ordre du jour de cette entrevue, à savoir d'abord les dossiers portant la signature de l'organisation et fonctionnement de l'école de guerre en RDC. Ensuite, les 2 personnalités ont aussi abordé la question liée à la formation des 3 bataillons des FARDC devant être formés par les experts français. Enfin, le diplomate français a voulu en savoir un peu plus sur la récente mission de la caravane de la paix et de sécurité qui a été initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conduite par le patron de la Défense nationale et ancien combattant dans certaines parties du pays en proie à l'insécurité. Avec le ministre, nous avons évoqué 2 choses essentiellement. La première, c'est un point sur nos actions de formation. J'ai fait part au ministre de notre satisfaction sur les actions déjà engagées et qui ont permis de multiplier par 2 le nombre d'officiers, de personnel des FARDC formés dans des structures françaises. Et puis nous avons évoqué dans le domaine de la formation toujours ce projet d'école de guerre que les 2 présidents, Tshisekedi et Macron, ont décidé à la fin de l'année dernière lorsqu'ils se sont rencontrés à Paris. C'est une école de guerre, c'est-à-dire qui contribue à la formation, au développement de carrière des officiers supérieurs. Emengo Emukena a fait savoir à son hôte que la mission dite de la caravane de la paix et de sécurité, qui a été un succès total, a consisté à observer, constater, analyser et évaluer le degré de la complexité de menaces encore perceptibles dans la partie est du pays, en vue de développer une stratégie de solutions dans une approche globale. Signalons que les relations entre la RDC et la France sont au beau fixe, c'est là dans plusieurs domaines. Un communiqué officiel dans ce journal. Le premier président du Conseil d'État, le professeur Félix Vundwawe Tepemako, et le procureur général près des conseils, M. Octave Tela-Ziele, portent à la connaissance du public que la rentrée judiciaire 2020-2021 du Conseil d'État est prévue pour ce vendredi 30 octobre 2020 à 11h précises dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Communiqué signé par le protocole. La réhabilitation du groupe 4 Dinga 2 touche à sa fin. La SNEL a procédé à l'étape des remontages de cette machine. Dans l'entretemps, le groupe 7 Dinga 2 a été remis en service pour 12 heures de fonctionnement pour réduire le poche noir. Nos envoyés spéciaux Mireille Ndeke et Yvette Mankoutima. La SNEL appuie sur l'accélérateur. Des stratégies se multiplient pour remédier à la difficulté de la desserte en courant électrique. Grâce à l'ingéniosité des techniciens congolais de la SNEL, une solution intermédiaire a été trouvée pour ne pas perturber l'ordre de travaux et aussi satisfaire en partie sa clientèle. Et aujourd'hui, PAM Congo a fait un état d'avancement. La colline qui était à 8 mètres au niveau du G28 est descendue. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, on peut 12 heures sur 24. On remet le G27 en service et les 12 autres heures, c'est pour l'arrêt pour que PAM puisse travailler sur les 2 pertuis, rive droite, rive gauche de
groupe 8G28. Les pluies occasionnant des tourbillons ne facilitent pas la tâche aux techniciens. Il faut donc un suivi permanent pour préserver les vies de travailleurs à cet endroit. Le travaux des désensablements du groupe 8 Dinga 2 se poursuivent et ce pour sécuriser les travaux de plongeurs. Cette situation, causée entre autres par le manque de civisme de la population, occasion pour les DPO de sensibiliser la population sur la bonne gestion de déchets plastiques et autres objets jetés. Le fleuve n'est pas un dépotoir. Tout ce que nous jetons, c'est dans le fleuve. Et voilà la finalité. En bout du fleuve, nous avons des barrages. Et toutes les bouteilles en plastique, les jacinthes d'eau, des bois, vous allez voir, regardez comment on est tenté d'enlever les bois qui sont là. Et c'est que ces bois, quand ils viennent au niveau des grilles, ça nous empêche d'avoir une bonne quantité d'eau en aval. Déterminé, la SNEL travaille de manière simultanée. Le groupe 24 sera également réhabilité grâce au financement obtenu par le chef de l'État lors de son séjour au Japon. La SNEL prend en compte toutes les doléances de la population, ce qui explique les différents travaux qui s'effectuent à présent à Inga 1 et 2. Nous sommes là à Inga 2 où le groupe 4 est en train d'être réhabilité. Précisément, c'est l'opération du remontage qui est en train d'être faite. Ici, nous saluons la bravoure de techniciens congolais qui travaillent jour et nuit pour trouver des solutions adéquates par rapport à la problématique sur la desserte du courant électrique. Et la conséquence de ces travaux, c'est le délestage. Il y a lieu de signaler à la population qu'elle doit prendre son mal à patience. Depuis Inga 2, Mira Indeke, Yvette Makuntima, Fiston Wavingana pour les comptes de la télévision nationale. C'est ouvert dans la capitale l'atelier national d'information et de sensibilisation des parlementaires sur les conditions du peuple autochtone à travers la RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, les droits humains étant une de nos propriétés des parlementaires et représentants des populations, nous voici réunis aujourd'hui pour apprendre davantage au sujet de l'état des droits des peuples autochtones dans notre pays et déclare ouvert l'atelier d'information et de sensibilisation des parlementaires sur la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la gouvernance forestière et environnementale en République démocratique du Congo. Cet atelier national d'information et de sensibilisation des parlementaires sur la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la gouvernance forestière et environnementale prendra 3 jours de travaux. Il s'agira entre autres de présenter le cadre international et régional régissant la prise en compte des droits des peuples autochtones dans la gestion des forêts et de la biodiversité, partager les expériences législatives nationales des pays de l'espace Comifac, notamment la République centrafricaine et la République du Congo, et surtout réfléchir sur la problématique des peuples autochtones de la République démocratique du Congo qui attendent beaucoup de ce forum. Nous faisons partie de la population congolaise et que nous devons aussi jouir des mêmes droits que les autres parties prenantes. Le gouvernement doit développer des mécanismes pour adapter le modernisme à notre savoir. Les parlementaires congolais, sous la coordination de l'honorable François Nzekouye, peuvent compter sur la coopération au niveau régional. Avec l'appui financier de la GIZ, coopération allemande, Repaléac, Répar et Comifac, les participants produiront des recommandations pertinentes pour un aboutissement heureux du processus d'adoption de la loi des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Environnement poursuit sa visite dans les usines de traitement des eaux usées. Claude Nyamugabo vient d'inspecter les usines pharmaceutiques. Il était accompagné des OPJ pour évaluer l'impact de l'exploitation sur l'environnement. Lopez Kakouba nous en dit plus. Répondant aux cris d'alerte lancés par la population et la société civile, les ministres de l'Environnement et Développement durable veulent toucher du doigt la réalité en traditionnel homme des terrains. Son souci porte sur la collecte des eaux et l'évacuation des effluents. Le ministre de l'Environnement est un détenteur de la gestion de l'eau en République démocratique du Congo.
Ave Pharmasal est le premier site à recevoir la descente du ministre Claude Nyamugabo Baziboué, accompagné de la vice-ministre de l'Environnement, Jeanne Ilunga Zaïna. La préoccupation porte sur le sort réservé aux déchets solides et liquides. Arofar est la deuxième usine visitée par l'équipe gouvernementale. La descente est d'abord pédagogique, puis répressive. Un autre souci du ministre est celui de vulgariser la loi relative à l'eau qui n'est visiblement pas du tout connu. Le point de chute est l'usine New Cesamex où le ministre va descendre jusqu'à la grande route à Kingabwa pour constater que les effluents sont carrément déversés au niveau des exutoires. Avec les OPJ sur le terrain pour constater les infractions, force est à la loi car les dispositions légales existent. Cette mission est répressive parce qu'au moins tout le monde sait que les effluents doivent être traités avant d'être jetés dans la nature ou sur le fleuve Congo. Et également, nous allons demander que des travaux soient faits pour assainir certains milieux et que surtout les bassins de traitement soient acquis par les différentes entreprises qui œuvrent dans le secteur pharmaceutique parce qu'il n'est pas normal qu'une entreprise qui fabrique les médicaments soit elle-même sale. Retenez que cette série de descentes d'inspection a commencé dans le Haut-Katanga, les Lualaba et maintenant Kinshasa. Le ministre Claude Nyamugabo Baziboué ne désarme pas. La RDC vient d'arracher un accord de principe dans la gestion des déchets avec une entreprise maltaise. C'était pendant le séjour de l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, à Malte. Reportage Cédric Kenina. Donner une nouvelle vie aux déchets en plastique, c'est être de plein pied dans l'économie circulaire où rien ne se perd, tout se crée à des fins utiles. Dans la logique du concept « le peuple d'abord », l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, est arrivé à Malte où il a noué des précieux contacts avec une firme maltaise spécialisée dans les recyclages des déchets en plastique. Nous avons la politique de soutenir le peuple d'abord. Dans tous les projets qui touchent social du peuple, dont nous sommes très sensibles dans tous ces genres de projets. C'est pourquoi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous remercie et je vous encourage de nous accompagner dans cette lutte pour le bien-être de la population. Un projet, une fois matérialisé, va débarrasser Kinshasa de ces montagnes de déchets en plastique qui pourront servir après transformation. La RDC qui s'ouvre à l'extérieur et attire des investisseurs, c'est tout l'essence de ces présents remis par l'envoyé spécial du chef de l'État aux responsables de la firme maltaise. Des visites à la représentation diplomatique de la RDC en Italie et au Saint-Siège pour échanger avec l'abbé Jean-Léon Kachoko ont clôturé son séjour de travail. Conflit foncier opposant la Régie des eaux et en particulier pour la carrière sablaire de Maluku, les conseillers principaux du chef de l'État en charge de l'énergie étaient sur place pour s'enquérir de la situation. L'eau, c'est la vie, dit-on. Face à cette réalité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'engage pour une eau potable en RDC. Le chef de l'État a délégué ce jeudi 29 octobre son conseiller principal en charge de l'énergie et mines à Blavi et Boma pour une visite sur les sites sablés de traitement d'eau potable de Maluku en conflit foncier. Arrivé sur le lieu à 11h, passé de quelques minutes, le CP Eboma et les DG de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, accompagnés de leurs collaborateurs, ont visité la carrière sablaire de la Régie des eaux à Maluku, l'unique en République démocratique du Congo pour le traitement des eaux. Sur place, Ablavi Eboma a fait le constat de l'utilité de ces sites de traitement de l'eau potable. Il a instruit aux agents sécuritaires de la partie opposant à la Régie des eaux de libérer le site dans les 48 heures qui suivront en attendant la décision du garant de la nation. Pour lui, le président de la République s'est personnellement impliqué pour la recherche des solutions à ces conflits de terres. Nous sommes venus ici sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce qu'il a été saisi des déshydratats ou des crimes de détresse de la Régie des eaux, qui est la société où l'État est le seul actionnaire. Et par notre descente ici, nous nous rendons compte que effectivement ce terrain, c'est le seul endroit sur
toute l'étendue de la République démocratique du Congo où l'on trouve ce sable filtrant. Et c'est le sable dont la Régie des eaux a besoin pour le traitement de l'eau. Et nous constatons que effectivement, il y a un conflit de terre entre la Régie des eaux et une entreprise qui est à ma droite, sans trancher de manière anticipative. Je constate tout simplement que la partie adverse, je vois des navires qui accostent ici, je vois des grumes, je vois des engins. Vraiment, je me pose des questions. Nous allons lui faire rapport de notre mission et je peux rassurer à tout le monde, que ce soit la Régie des eaux, que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, cette affaire sera définitivement clôturée. Et ceux qui sont à la base, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur influence dans l'administration, dans la police, seront sanctionnés parce que le chef de l'État prône un état de droit. Le DG de la Régie des eaux a par la suite remis au conseiller principal du chef de l'État les titres des propriétés de ces sites à la Régie des eaux. Aussi, un mémorandum du président du syndicat des agents de la Régie des eaux réclamant le paiement de leurs arriérés de salaire. Cette cérémonie a connu également la présence du bourgmestre de la commune de Maluku. La célébration des 97e anniversaire de la souveraineté de la Turquie. Parlons-en dans ce journal avec notre consoeur Doris Mozo. À l'occasion du 97e anniversaire de la proclamation de sa République, la Turquie, à travers son ambassadeur en poste à Kinshasa, Sali Bogaj Gilbert, a réuni un échantillon de la presse congolaise pour partager quelques réflexions sur un nombre d'événements survenus depuis la dernière fête nationale. Dans un monde négativement impacté par la pandémie du Covid-19, la Turquie a soutenu les reports de la dette du G20 à l'égard des pays moins avancés. Elle a également répondu positivement aux appels à l'assistance de 154 pays et 8 organisations internationales. La Turquie a su élaborer des politiques équilibrées qui ont permis la poursuite de l'activité économique à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays, surtout en Afrique. Le sommet Turquie-Afrique, un sujet aussi abordé au cours de cet échange avec la presse. 2 premiers déjà organisés à Istanbul et à Malabo, l'ambassadeur a annoncé à la presse les désirs de son pays de voir le 3e sommet se réaliser en 2021 en République démocratique du Congo qui va bientôt assumer la présidence de l'Union africaine. Abordant le sujet des relations entre Ankara et Kinshasa, elles sont au beau fixe et sont une opportunité pour des partenariats gagnant-gagnant sur un même pied d'égalité. Cette même attitude est observée entre l'Afrique et la Turquie. Le diplomate affirme que ces relations afro-turques sont empreintes de sécurité, de fraternité et de solidarité. Le ministre de la Santé, Etienne Longondo, a remis officiellement les instrats nutritionnels et des matériels anthropométriques à une dizaine de formations sanitaires de la ville-province de Kinshasa. Les kits offerts est essentiellement composé de réfrigérateurs, mixeurs électriques, cuisinières à gaz, bouteilles de gaz, couteaux de cuisine, désinfectants pour la vaisselle et autres. À en croire le docteur Bruno Bindama, directeur du programme national de nutrition, ces dons de l'UNICEF par le biais du Pronanut visent la relance de la nutrition diététique au profit de patients de la Covid-19 dans 10 hôpitaux de Kinshasa, à savoir la clinique Ngaliema, les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, l'hôpital militaire central de Kokolo, pour ne citer que ceux-là. Pour sa part, le patron de la santé, le docteur Etienne Longondo, a émis le vœu de voir la prise en charge de malades de la Covid-19 revitalisée dans les 10 hôpitaux. Comme toute infection, la Covid-19 est une maladie qui peut provoquer une malnutrition. Dans le souci de rendre la prise en charge holistique, je suis dans la joie en ce jour de constater que la prise en charge nutritionnelle dans le cadre de la Covid-19 a été rendue effective. Mon souhait le plus ardent est de voir que la prise en charge nutritionnelle soit revitalisée dans vos hôpitaux et que ce matériel soit gardé
et utilisé en beau-père de famille. Profitant de l'occasion, le ministre de la Santé a remis de brevets aux récipiendaires de la formation des ECZ et des prestataires sur la prise en charge de patients Covid-19. Les préparatifs vont bon train pour le 9e jeu de la francophonie. Un atelier s'est ouvert dans la capitale à ce sujet, nous dit Willy Kandé. Accélérer les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie, telle est la substance essentielle de la séance de travail ayant réuni le comité national de pilotage dirigé par le ministre d'État Pépin Guillaume Manjolo et le CNJF, le comité national des Jeux de la francophonie, à 660 jours du coup d'envoi de cette édition prévue du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, Dixit Isabelle Tchombe, représentante personnelle du chef de l'État. Vous nous faites un mauvais procès. La RDC s'est engagée à accueillir les Jeux de la francophonie. Le chef de l'État s'est engagé à ce que ces Jeux aient lieu en RDC. Et le gouvernement a pris ses responsabilités. Il y a un comité de pilotage qui est composé d'un certain nombre de ministres et il y a un comité exécutif qui fait le travail sur terrain. Il est vrai qu'avec la problématique du Covid-19, toutes les choses se sont mises au ralenti. Mais à présent, le gouvernement, si vous avez bien suivi le Conseil des ministres de la semaine dernière, le chef de l'État avait demandé au président du Comité national des Jeux de présenter à chaque Conseil des ministres un rapport quant à l'avancée des préparatifs des Jeux. Et aujourd'hui, nous avons décidé qu'effectivement, nous allions parfaire. Nous avons demandé à l'ordre des architectes et la commission qui s'occupe des infrastructures de travailler ensemble, de pouvoir nous donner un rapport très rapidement pour que nous puissions commencer à faire des appels d'offres. Espérons que les choses vont effectivement être accélérées pour la tenue des 10 Jeux dans la capitale de la République démocratique du Congo aux dates prévues. L'heure est au redressement de la Caisse générale d'épargne du Congo. Le directeur général de cette institution financière, Emmanuel Nalukuma, a doté les services d'un lot de matériel informatique. Dada Chabani. La CADECO, la Caisse générale d'épargne du Congo, une institution financière congolaise qui alimentait autrefois les comptes généraux du Trésor public, présente aujourd'hui les visages des parents pauvres. Sa précarité lui a valu son exclusion des services financiers, notamment de la Chambre des compensations. Le nouveau comité de gestion piloté par son directeur général Emmanuel Nalukuma, avec comme PCA Hussein Bopila, est décidé de redresser cette entreprise publique, compte la replacer sur les standards internationaux des institutions financières et la rendre compétitive à cette ère des antiques. Parmi les défis à relever, l'informatisation de ces services et l'application du logiciel ISIS Régie dans la gestion de ses prérogatives. La Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO en sigle, comme mission principale, la promotion et la collecte de l'épargne auprès des personnes physiques et morales, l'octroi des prêts et crédits aux différents secteurs de l'économie du pays, les microfinances, la réalisation de toutes les opérations bancaires reconnues aux banques commerciales. Il va sans dire que pour accéder à ces logiciels, il faut être équipé des ordinateurs et imprimantes comme matériel de travail. Étant entendu que pour matérialiser la vision du décret du ministre, notre personnel est en pleine formation. 4 provinces sont retenues pour cette formation. Il s'agit de Kinshasa, l'ex-Katanga, le Nord Kivu et le Congo central. À 2 jours de la journée nationale de l'épargne, le directeur général de la CADECO, Emmanuel Nalukuma, a sensibilisé la population sur l'importance de l'épargne dans l'économie du pays. Il a saisi également l'opportunité pour doter la CADECO des matériels informatiques. La CADECO a de sérieux problèmes. Premièrement, le problème de la gestion qui s'est fait manuellement. Or, à ces temps de l'innovation technologique, les banques fonctionnent avec les systèmes et ces systèmes sont logés dans des ordinateurs. Mais malheureusement, à la CADECO, ce n'est pas le cas. Le PCA de cette entreprise et les représentants du ministre du Portefeuille ont tour à tour salué cette initiative qui va contribuer à booster la relance de cette entreprise publique. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a réceptionné un répertoire de plus de 1000 hommes à respecter dans toute production locale. Eric Kabamba. Janvier 2021, la RDC va faire son entrée dans la zone de libre-échange africaine
et les produits fabriqués localement doivent être compétitifs et respecter certaines normes instituées conformément à la loi pour être vendus au niveau international. Les membres du comité des normalisations viennent de remettre officiellement au patron de l'industrie, Julien Paloukou, plus de 1000 normes conformément aux normes ISO à faire respecter pour tout processus de production nationale. Le ministre de l'Industrie dit toute sa satisfaction de ce travail abattu par ces comités et appelle tout industriel à s'en approprier. Chacun est en train d'ouvrir ici une usine de fabrication de X, l'autre Y, l'autre Z. Mais est-ce qu'on se rassure qu'ils respectent les normes qui sont instituées par le ministère de l'Industrie pour que ces produits-là soient compétitifs? Quand on dit 33 centilitres pour le sucré, c'est notre ministère qui doit certifier que réellement dans cette bouteille, il y a 33 centilitres. Mais beaucoup de gens volent, ils écrivent 33 centilitres, ils mettent 28. Bien avant, Julien Paloukou a échangé avec le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en RDC, ONUDI, sur la matérialisation des engagements pris par cette agence onusienne pour prêter main forte aux innovateurs et inventeurs congolais. À l'issue de ces échanges, Thomas Maketa a donné tous les détails sur l'évolution des activités liées aux promesses faites à la RDC par son institution. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a reçu dernièrement une délégation de la Teke Fungurume, au menu la sécurisation de leur périmètre de travail. Dans le cadre de la sécurisation de leur espace de travail, TFM continue à faire confiance à l'État congolais via le gouvernement provincial du Lualaba. Ce mercredi 28 octobre, le gouverneur a reçu la délégation de ce géant minier pour tabler sur la question afin de trouver une solution plus durable. L'entretien a pris plus ou moins 1 heure. Une autre audience que Richard Mouyej a accordée en ce jour était avec le vice-président honoraire de la République zambienne, Nevers Mumba. Devant la presse, il a circonscrit le cadre de sa visite qui est tout à fait privé. L'homme a tout simplement répondu positivement à un désir des plus profonds de son cœur pour le Lualaba. Je suis très reconnaissant à son Excellence pour l'opportunité qu'il vient de me donner. Kolwezi, comme étant Katanga en général, c'est tout près de la Zambie. Ça a toujours été vraiment un rêve pour moi pour visiter Kolwezi. Je suis vraiment très impressionné de voir comment Kolwezi évolue. C'est une visite personnelle, alors je suis venu pour vraiment saluer son Excellence. La province du Lualaba est encore ce vaste chantier à ciel ouvert qui, grâce à la détermination de son dirigeant, les défis disparaissent les uns après les autres. La vulgarisation des nouvelles réformes dans l'administration, les officiers des Kananga ont été sensibilisés au cours d'un atelier. Province après province, l'Agence nationale pour la promotion des investissements poursuit sa tournée de sensibilisation de différents acteurs impliqués dans le processus d'amélioration du climat des affaires. À l'étape de Kasaï central, la délégation de l'ANAPI a réuni une centaine de personnes, parmi lesquels le député provinciaux, entrepreneurs du secteur privé, membres de la société civile et ministres provinciaux. Après le mot d'ouverture du gouverneur de province et les discours du ministre provincial du plan, la directrice générale adjointe de l'ANAPI a étayé les différentes réformes à l'intention de l'Assemblée dans l'optique d'une appropriation institutionnelle. Madame Rose Doré Bokele-Ale a engagé un débat sans langue de bois avec les participants sur toutes les réformes liées au climat des affaires. Il y a des interactions entre ANAPI et les régies financières. Je vous ai dit, au niveau du conseil d'agrément, les régies financières font partie intégrante. Il y a même des mesures qui ont été prises pour des enlèvements, des demandes d'enlèvement d'urgence pour faciliter les opérateurs. Et il y a une interaction. C'est quasiment chaque semaine que nous sommes en train de pouvoir correspondre avec les régies financières. En tenant ces séances dans toutes les provinces, l'ANAPI tient à tout prix à mieux expliciter l'importance de la démarche du gouvernement en initiant de réformes afin de faciliter la pratique des affaires dans le pays. Lancement de consultations populaires à la base, Clément Kankou s'allie à l'UDPS et initie cette démarche pour rapporter les conclusions au chef de l'État.
Se réjouissant de la politique d'ouverture initiée par le président de la République, Clément Kankou-Bokassa, avec le mouvement pour les renouveaux alliés à l'UDPS, pense élargir le consensus jusqu'à la base. Question de recueillir les préoccupations profondes de la population, des questions essentielles de la capitale et de l'intérieur du pays et ramener les conclusions auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette démarche, sollicitée depuis plus d'un an par le président du MR de créer l'union sacrée de l'ensemble de Congolais pour un Congo meilleur, permettra de sortir le peuple congolais dans la confusion. Au vu de tout cela, nous avons pensé accompagner le chef de l'État parce qu'il a répondu favorablement à notre demande en faisant ce que nous avons appelé les consultations populaires. Nous voulons que le peuple congolais qui est dans le Congo le plus profond puisse s'exprimer sur cette question. Parce que le peuple doit se réapproprier son destin. L'objectif des consultations populaires à la base initiées par Clément Kankou est de permettre au chef de l'État de prendre des décisions en faveur ou pour l'intérêt de la population en tenant compte du credo de l'UDPS, le peuple d'abord. Le bien fondé de cette consultation qui va donner la possibilité à l'ensemble du peuple congolais de contribuer valablement aux bonnes décisions qui seront prises par le chef de l'État. Que cette décision soit comprise et que cette décision puisse avoir l'adhésion de tous. Dès les jours qui viennent, le mouvement pour le renouveau déployera ses membres dans des marchés et autres places publiques de la capitale et autres dans les différentes provinces. Merci d'avoir passé ces moments avec nous. Anita Luamba, à Serabion de Votre à 22h. Au nom de Diane Balaka, nous vous disons excellente soirée. Au revoir.